fait enchaîner avec l'intervention d'Hélène Godefroy. Nous ferons un petit échange à la suite de cette intervention. Donc, Hélène, psychanalyste à Paris, enseignante à Paris 7, membre d'Espace Analytique, membre de la Fondation européenne pour la psychanalyse, responsable de la newsletter, je crois. D'ailleurs, on peut s'inscrire d'ailleurs si on souhaite la recevoir directement sur le site. Hein. Oui. Sur le site de la Fondation. Voilà, cliquez sur inscription newsletter sur le site de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Publication et j'ai envie de dire objet de travail effectivement, la subversion du féminin, la question du féminin de manière générale, la question du corps, je pense aussi le transgenre, transsexualité, avec une part accordée aussi au cinéma, dans certaines publications qui sont quelque chose de très agréable à lire, et aussi une publication sur le donjuanisme au féminin que je n'ai pas lu, mais que je ne saurais lire sous peu de temps. Qui peut être très intéressante. Hélène aujourd'hui intervient sur la question du deuil originaire. Merci. Merci. D'abord, merci pour ce superbe colloque. C'est la première fois que j'ai un camp, je ne suis pas déçue. Merci à vous, les organisateurs. Donc je vais vous parler du deuil originaire, enfin je vais en tout cas essayer. Je me rends compte, en fait je me rends compte de quoi? Je me rends compte que quand on se retrouve en deuil, c'est toujours faire le deuil d'une personne qui a été investie par l'amour. Le deuil, donc on fait le deuil d'un être cher, mais aussi bien on peut faire le deuil d'un animal domestique, comme on peut faire le deuil d'une passion, d'un pays dont on s'est exilé, etc. Donc le deuil est forcément associé à l'amour. Donc face à un décès, il s'agit surtout de faire le deuil de ce qui donne corps à l'amour. Le deuil de la personne qui se présentifie dans la vie du sujet. Sauf que l'amour en lui-même est un attachement qui réclame le fusionnel. Donc si c'est fusionnel, on est forcément pris à partie et on est concerné soi-même psychiquement. Ça touche la structure forcément. Alors comment le désinvestir, cet attachement à l'autre, noué par l'amour? Alors on l'a déjà rappelé plusieurs fois ici. Freud dit bien que le sujet ne sait pas que cette perte, c'est quelque chose de lui. Donc c'est ce quelque chose de soi dont il faut faire le deuil, et donc c'est ce que je vais essayer de déchiffrer ici. Alors j'ai noté, je me suis rendu compte, dans tous les cas de deuil que j'ai pu... Dans le deuil, il y a différentes phases. Donc d'abord, au moment de la perte, il y a une espèce de temps préliminaire qui n'est pas le deuil, mais d'où partira son processus. En fait, le sujet ne s'approprie pas tout de suite l'idée de la perte de l'autre. Il a du mal à y croire que la personne qu'il aime a disparu. Il est un peu dans un déni. Il ne réalise pas vraiment l'absence, et pour cause, il est tout entier pris dans l'événement présent. Donc un présent qui réclame impérativement qu'un mort, ça n'attend pas, il faut s'en occuper, il y a une urgence. C'est donc d'abord le principe de réalité qui prend le dessus. Il y a des funérailles organisées, donc le sujet, lui, il assure. Enfin, en général. Il a même souvent un comportement un peu exalté, j'ai remarqué. Mais tout de suite après les obsèques, une fois les condoléances terminées, c'est là que s'impose le premier temps du deuil. C'est plus qu'un moment de déni, c'est un moment hallucinatoire.
C'est-à-dire que le sujet a des hallucinations qui lui sont furtives. Ça se passe comme si la personne disparue ne s'était qu'absentée et qu'elle allait revenir. Le sujet a l'impression de la voir partout, dans la rue, dans la foule. Il hallucine son retour. Et très souvent, il se dit, tiens, il faudrait que je lui parle de ça, tiens, il faudrait que je l'appelle, il faudrait que je lui demande ceci, cela, comme si la personne existait toujours. Donc ce moment hallucinatoire, évidemment, il est normal. La dynamique pulsionnelle est complètement contrariée. Et normal. L'objet visé, c'est-à-dire la personne aimée, est parti pour toujours. Sauf que la pulsion, elle pousse en continu. Et donc, vise toujours la personne aimée comme si elle était encore là. Donc cette phase-là, hallucinatoire, c'est celle-là qui va amorcer le deuil. Je vais y revenir. Avant, je voudrais indiquer ce second temps du deuil, c'est-à-dire le temps où ça perd pied. La personne aimée ne reviendra pas. Le sujet saisit qu'elle a disparu pour toujours et qu'elle lui a laissé une place vide. Donc une place vide où, à la pointe, la pulsion. Donc la pulsion qui pousse en continu, là, elle ne peut que se rétracter et donc régresser. Du coup, elle se retourne contre le sujet, le prenant lui comme un objet, comme son objet. Et ça pose évidemment violemment au sujet. C'est le moment où la séparation définitive commence à s'éprouver psychiquement, mais aussi, on va voir, physiquement. Du coup, évidemment, son intérêt, au sujet, son intérêt pour le monde extérieur se suspend. Et ça s'accompagne d'une perte de la capacité d'aimer, donc de la capacité d'aimer quelqu'un d'autre. Et là, il rentre dans une phase dépressive, une vraie période de mélancolisation, c'est douloureux, c'est un moment de tristesse évidemment, mais c'est aussi un moment que j'ai remarqué, qui était un peu bizarre, c'était un moment de flottement. C'est-à-dire que c'est un moment de flottement qui donne un peu le vertige. Parce qu'il y a comme une sensation qui est là, une sensation d'un creux. Voilà. Plus rien, et en plus, plus rien ne compte. Donc, je vais essayer d'expliquer ces deux phases, la phase hallucinatoire et la phase dépressive, pour essayer, si j'ai le temps après, pour voir comment le sujet peut éventuellement dépasser son deuil et donc retrouver sa capacité d'aimer. Alors, d'abord, donc, je reviens à ces moments furtifs d'hallucination. Il y a eu ce moment réel à affronter, donc s'occuper des funérailles du mort, et tout de suite derrière, il y a ce moment qui se décolle de la réalité. C'est-à-dire que le sujet croit voir l'autre partout, il croit à son retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette idée hallucinatoire, c'est qu'au début d'un deuil, je me suis aperçue, en fait, que notre dispositif psychique avait en lui quelque chose de très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a un sursaut compensatoire. Cette première étape d'hallucination furtive permet en fait au sujet de faire la transition entre la période précédente, lorsque la personne aimée était encore vivante, et le moment d'après, où elle a disparu et où il sait qu'elle ne reviendra plus. Donc ce mécanisme hallucinatoire du début, il me semble, on en débattra, mais il me semble que c'est une prise en charge psychique immédiate de la rupture. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un amortisseur, un peu. Ça vient amortir le choc de la perte. Ça amortit son traumatisme. Alors en fait, ces hallucinations, elles ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que ce mécanisme, c'est un moment transitoire qui se met directement en connexion
avec les traces les plus archaïques du premier traumatisme vécu donc par le bébé, c'est-à-dire son premier deuil. C'est-à-dire que ces traces, face au vide qui s'est tout d'un coup imposé au sujet, ces traces-là remontent d'un seul coup à la surface et s'accolmatent. Alors ça vient d'où? Ça vient d'où ces traces-là? Alors ça vient de la phase orale, lorsque le nourrisson a eu son premier contact avec l'allaitement et qu'il en a ressenti sa première sensation de complétude. Donc on verra, mais pour moi, l'amour, ça commence là. Donc avec cette première sensation de complétude. Mais lorsque cette complétude laisse ensuite la place à la première sensation d'un vide, un vide au creux du corps, je veux dire, l'enfant qui a mémorisé psychiquement cette première expérience s'attend à une nouvelle tétée immédiate qui va lui permettre de retrouver aussitôt cette sensation de complétude. Sauf que ce sein, donné la première fois, ne va évidemment pas se présenter à lui immédiatement. Souvent, c'est juste pour des raisons techniques. La mère, le temps qu'elle arrive, au lieu de l'allaiter, elle lui donne le biberon, donc il faut faire le temps de faire chauffer le biberon, etc. Donc il y a tout de suite, un laps de temps avant qu'il puisse être à nouveau satisfait. Alors du coup, là, il y a chez l'enfant un dispositif perceptif qui se met en place et qui colmate le traumatisme du vide, c'est-à-dire ce laps de temps. Comme il y a eu une première fois qui a pu lui procurer une sensation originaire de satisfaction, qui est d'ailleurs, qui est l'amorce du principe de plaisir, comme il y a eu une première fois, si cette deuxième tétine ne lui arrive pas tout de suite, il va l'halluciner et éprouver immédiatement une nouvelle complétude qui va le sauver du manque. Mais qui va être aussi en décalage avec la réalité pour le coup. En gros, un vide s'impose et aussitôt vient se superposer l'image de l'objet qui a assuré la première fois la complétude. Donc chez l'enfant, la perception de l'objet est d'abord détachée de la réalité. C'est-à-dire que la tétine ne peut pas être absente. Et du coup, la pulsion qui s'éveille, il y a plein éveil pulsionnel cet enfant, donc la pulsion qui s'éveille ne reconnaît que ça. C'est-à-dire, elle ne connaît que la voie de la satisfaction immédiate. Et se retrouve tout de suite prise dans cette attraction, dans cette complétude hallucinatoire qui vient ici nouer. Alors, nouer quoi? Un attachement indéfectible à l'objet qui devient, donc cet objet qui devient l'objet d'amour premier. La pulsion vient nouer cet attachement à l'objet à ce moment-là. Alors, c'est le même principe hallucinatoire qu'on retrouve dans les rêves et donc on retrouve aussi dans le deuil. Voilà pour l'étape hallucinatoire. Alors, chez l'enfant, de cette base hallucinatoire, va ensuite intervenir son premier deuil de l'objet d'amour, que j'appelle le deuil originaire. Alors, c'est quoi ce deuil originaire? En fait, il s'agit de la première épreuve de réalité. Chez le bébé, cette épreuve va très vite prendre le dessus. Et c'est un moment qui devient très douloureux. C'est-à-dire que son corps, son ressenti, va l'amener concrètement à la réalité du manque. La perception hallucinatoire va être très vite abandonnée et la complétude va laisser la place à une sensation de vide. C'est-à-dire que le manque éveille à ce moment-là donc le déplaisir et ça fait souffrir. Plus tard, dans un deuil normal, adulte, etc., quand ce moment hallucinatoire s'évapore, c'est-à-dire qu'il arrive aussi donc dans un deuil normal arrive aussi donc cette épreuve de réalité et avec lui arrive le déplaisir évidemment. Mais surtout, ce déplaisir,
c'est une douleur qui s'impose. Donc la douleur de la perte de l'objet d'amour. Et en même temps, c'est lorsque commence cette douleur, que le travail du deuil se met en route. Et c'est de cette douleur dont nous avons à faire le deuil, finalement. Mais d'où vient cette douleur? Alors, à mon avis, cette souffrance, elle est sur deux niveaux. C'est d'abord psychique, mais finalement, c'est aussi physique. Du côté psychique, quand l'épreuve de réalité reprend le dessus, c'est-à-dire quand le sujet reconnaît que le disparu est parti pour toujours, ce qui fait mal, c'est que la pulsion qui a été lâchée par son objet se retrouve face à rien. Du coup, elle se retourne contre le sujet, et là, ça fait mal. C'est douloureux parce que c'est une régression qui fait retour au stade précédent, c'est-à-dire au stade sadique-anal. À ce stade-là, l'amour se transforme en haine. L'objet d'amour, par sa disparition, bascule en objet de haine. Sauf que, comme l'objet n'existe plus, la haine que le sujet lui adresse, donc se retourne contre lui. C'est ce retournement-là de la pulsion contre la personne propre qui est psychiquement douloureux dans la disparition de quelqu'un. C'est ça qui mélancolise dans un deuil. Donc c'est douloureux psychiquement, par ce renversement de l'amour en haine, qui vise le sujet, mais c'est douloureux aussi parce que ce sont les traces du deuil originaire qui sont ici aussi ravivées. Du coup, ça devient quoi cette douleur dans le deuil originaire? Parce que finalement, ça vient bien en delà, ou je dirais plutôt en deçà, du stade sadique-anal. Donc dans ce deuil originaire, ce qui est ravivé, c'est aussi une douleur psychique, mais qui renvoie à une douleur qui a d'abord été physique. Physique dans le creux du ventre. Alors donc là, je reviens à l'attachement indéfectible. Cet attachement à l'objet d'amour premier, c'est un attachement presque physique, mais pas totalement non plus. Cet attachement, c'est lorsque le bébé était pris entre le besoin physique vital de se remplir le ventre et sa première demande, c'est-à-dire celle qui a formulé, qui a exprimé ce besoin. Donc, une première demande qui a divisé le besoin. Le besoin, on est du côté du corps. La demande, c'est le besoin qui est porté au niveau psychique. Et donc, je me suis même dit que la demande, c'est le besoin divisé. Alors, ça s'entend bien, ça. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est quand on entend quelqu'un qui va dire « Ne me quitte pas, j'ai besoin de toi, j'ai trop besoin de toi. » Alors, ce besoin de toi, c'est une souffrance psychique qui est ressentie presque physiquement. Donc la douleur serait celle du besoin, qui s'exprime derrière celle de la demande. Et en fait, au départ, l'enfant qui vient de naître n'a ni besoin, alors beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais on va en débattre. Donc l'enfant n'a ni besoin, ni demande. C'est la mère qui lui impose la première tétée. Et donc, qui lui anticipe le besoin. Et du coup, c'est elle qui lui impose la complétude, et donc, qui lui impose quoi? Eh bien, l'amour originel. C'est seulement à ce moment-là, une fois ce premier lait digéré, quand le bébé éprouve pour la première fois ce creux au niveau du ventre, c'est là, et pas avant, où c'est lui qui demande. Voilà. Donc il a besoin de rééprouver cette complétude, c'est vital. C'est cette première sensation de vide,
c'est cette première sensation de vide au niveau du corps qui réclame, en fait, hein, et qui présage qu'il peut y avoir aussi des sensations un peu pénibles. Mais là, c'est tout de suite, hein, recouvert par l'hallucination. C'est là qu'il va halluciner, le bébé. Hein. Et c'est là aussi, en même temps qu'il hallucine, que ça se divise. Donc, la première demande se fonde sur ce besoin physique qui, comme réponse pour ne pas connaître le déplaisir, donc la toute première douleur, donc qui lui offre une hallucination et donc crée juste à ce moment-là un attachement. Donc un attachement à l'objet d'amour premier. Sauf que dans cette réponse hallucinatoire, cet attachement ne peut que se fonder sur un leurre, puisque cette deuxième complétude, il ne la vit pas corporellement pour de vrai, là, cette fois. Cette deuxième sensation de complétude va décaler donc le nourrisson de sa première complétude, c'est-à-dire le décaler de la réalité de son premier objet d'amour. Et donc cette deuxième sensation va inscrire un écart entre le premier objet d'amour ressenti corporellement et le deuxième objet ressenti hallucinatoirement. Donc à partir de là, l'attachement à l'objet d'amour originaire sera toujours fendu d'un écart. Et ça sera comme ça dans toutes les rencontres plus tard, avec tous ces objets, hein, qu'il l'aura ensuite investi par l'amour. Alors à chaque rencontre, finalement, ça va rester une sorte de sensation de fragilité, de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est insaisissable, c'est là, et en même temps, c'est pas là. Il y a quelque chose qui reste éternellement insécurisant. C'est à ce moment-là que commence le tout premier processus de deuil. C'est quand l'hallucination rattrapée par le principe de réalité ne tient plus. C'est là qu'apparaît la toute première douleur. L'objet d'amour fait place au vide. Sa perte traumatise et donc fait souffrir. C'est quand le besoin n'a plus de réponse et pour le coup devient donc une demande. Alors chez l'adulte, tout attachement à l'objet d'amour, tout attachement à une personne aimée renvoie à ce moment de complétude hallucinatoire. L'autre de l'amour s'impose au sujet comme une perception qui vient le compléter. Mais quand la personne disparaît, une fois l'étape hallucinatoire évaporée, un manque, un vide se crée. Et là, cet attachement fondé sur un leurre se met à vibrer de sa plus grande douleur. C'est comme un arrachement pulsionnel. Et là, le deuil originaire vient lui faire écho. C'est-à-dire que le besoin, avec son indivision, c'est-à-dire avec sa complétude, refait surface, mais comme l'objet ne répond plus, le besoin se rabat donc sur la demande et ravive une douleur originaire quasi physique. Donc, avec ce deuil originaire, qui agit en fond dans tous les autres deuils comme une ombre finalement, comment faire son deuil suite à un décès? Comment stopper à un moment donné la douleur? Alors l'épreuve de réalité a montré au sujet que la personne aimée n'est plus. Le travail de désinvestissement lipidinal demande du temps. Ça demande du temps, comme un enfant a besoin de temps pour investir ces différents objets pulsionnels qui mettent en forme sa structure, tout comme il a besoin de temps pour accéder au langage qui lui permet de s'approprier tous ces passages-là de son développement. Donc dans les deuils, c'est pareil. Le sujet a besoin de temps pour désinvestir son objet d'amour. Et pour ça, il faut qu'il y ait d'abord retrouvailles. Donc retrouvailles de son vivant avec la personne qui vient de disparaître. Et ça,
c'est aller jusqu'à la retrouvaille de son objet originaire, qu'il retrouve souvent d'ailleurs par les rêves, par association, des histoires qu'on lui a racontées, etc. Et qu'il puisse remettre cet objet originaire, qu'il puisse le mettre en mots. Donc le désinvestissement libidinal n'est possible qu'à partir de ce retour à la douleur originaire. Freud dit que chacun des souvenirs est là surinvesti, et donc il y a tout un travail de détachement de la libido qui est accompli sur lui. Voilà. Alors ce détachement se fait évidemment par la parole, et donc c'est tout, sont évoqués, reviennent en surface, reviennent en mémoire, tous les moments de complicité avec la personne, mais aussi tous les moments, tous les reproches qu'on a à lui faire, les griefs qu'on a contraits, qu'on ne lui a pas dit, ou qu'on lui a dit mais qui ne sont pas encore épongés, etc. Voilà. Et la parole, ensuite, refoule la douleur au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que c'est parlé. Sauf que face à la disparition de l'objet, quand le sujet commence à entériner un renoncement libidinal, et bien là intervient une troisième phase très compliquée pour le sujet, celle de la culpabilité. Si cette troisième phase se résout, c'est elle qui mettra fin au deuil. En fait, le sujet commence à culpabiliser au moment où il reprend contact avec la réalité, c'est-à-dire quand il commence à désinvestir le disparu, et parce qu'il s'aperçoit qu'il peut aimer un autre, quelqu'un d'autre. Alors là, il culpabilise. Il culpabilise doublement. D'abord, déjà depuis le début, il culpabilise d'être lui toujours vivant. Et il culpabilise d'avoir aussi une pulsion, alors je dis ça comme ça, c'est pas une invention, une pulsion d'infidélité. Mais c'est aussi que là, quand il a ce sentiment d'infidélité par rapport à celui qui a disparu, c'est que là, après ce travail de désinvestissement, ça veut dire que le désir se repointe, ça recommence, ça revient. Et en fait, le sujet récupère son intérêt donc pour le monde extérieur, et c'est là aussi sa capacité d'aimer quelqu'un d'autre. Et du coup, il culpabilise donc de son sentiment de quoi? De le trahir, de trahison. Il a peur de trahir celui qui est décédé, voilà, et qu'il aimait. C'est précisément là, avec la culpabilité, donc, que se pointe la dernière étape qui doit conduire le sujet à renoncer. Alors, renoncer à quoi, en fait? Donc, renoncer à l'idée hallucinatoire du retour de l'objet aimé. Celui qui, donc, a donné corps à l'amour originaire et finalement par procuration par rapport au premier amour. C'est vraiment un travail d'orfèvre, en fait, autour du refoulement, tout ça. C'est un travail sur le refoulement originaire et donc sur le refoulement à proprement dit, qui consiste en même temps à vider le sujet de sa douleur originaire. Et là, le sujet pourra donc laisser partir le mort en remplaçant l'hallucination par le souvenir qu'il gardera de toute façon en mémoire pour toujours et sans douleur. Voilà, je vous remercie.